le premier chapitre introductif qui va parler un peu des profils en travers, des accotements et du drainage. Alors, je commence ici par un profil, pas un profil en travers, en tout cas, une coupe schématique, synthétique, qui montre ici les différents éléments d'une structure de chaussée routière, bien d'une route. Ça montre la route et les dépendances. Et vous voyez directement ici, vous pouvez voir la chaussée, c'est-à-dire les voies sur lesquelles circulent les véhicules, mais vous pouvez voir de part et d'autre de ces voies de circulation ce qu'on appelle les accotements. Après les accotements, on peut voir les fossés, on peut voir les talus de remblai ou bien les talus de déblai. Ici, à votre droite, vous pouvez voir ici ce qu'on appelle les talus de remblai. Les talus de remblai. Mais ici, à votre gauche, vous pouvez voir les talus de déblai. Parce que ici, à votre droite, vous avez une zone de remblai. Et ici, à votre gauche, vous avez une zone de déblai. Et donc, vous voyez maintenant sous la chaussée ce qu'on appelle la plateforme, c'est-à-dire l'ensemble formé par les voies de circulation et les accotements qui reposent sur la plateforme. Et vous pouvez voir ce qu'on appelle l'assiette. L'assiette, c'est la partie qui est occupée, c'est la partie qui est réellement la partie du terrain, du domaine qui est réellement occupée par la chaussée, mais aussi c'est les dépendances de la chaussée. Et enfin, vous avez l'emprise. L'emprise, c'est la partie donc du terrain qui appartient à la collectivité et qui est octroyée à la chaussée et à ses dépendances, même si l'assiette constitue la partie réellement occupée donc, de l'emprise. Alors, maintenant, si je viens au niveau de la chaussée, vous voyez en bas, ici en vert, ce qu'on appelle les opérations de terrassement. Parce que quand vous venez sur le terrain, d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous allez faire des opérations de terrassement pour préparer justement le terrain naturel. Pour préparer ce terrain naturel, forcément, il va falloir faire des successions de déblais et de remblais, de préparation du terrain. Et c'est ça qu'on appelle les opérations de terrassement. Alors, c'est le terrain naturel qui a été terrassé et à la fin, les 1 mètre supérieurs du terrain naturel terrassé, vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle la PST, c'est-à-dire la partie supérieure des terrassements. Et la surface de cette PST, on l'appelle l'arase de terrassement, AR, arase de terrassement. Alors, sur cette arase de terrassement, on peut placer une couche qu'on appelle une couche de forme. Une couche de forme peut être intercalée entre la chaussée et la partie supérieure des terrassements. En ce moment, elle est là, hein, en matériaux sélectionnés pour jouer un rôle que nous allons voir tout à l'heure d'homogénéisation de la portance, mais aussi d'améliorer la portance du support. À la surface de cette couche de forme, maintenant, nous allons l'appeler la plateforme support de chaussée. Et c'est sur cette plateforme support de chaussée, vous voyez ici, hein, la plateforme support de chaussée, elle est là, qui est la surface de la couche de forme. Et c'est sur cette plateforme que vous allez voir, vous voyez ici la chaussée qui est là au-dessus de la plateforme. Et de part et d'autre de la chaussée, vous avez les accotes. Alors, je vais extraire un peu la chaussée pour l'agrandir un tout petit peu. Donc, de bas en haut, vous allez voir que, vous voyez ici, le sol support qui est terrassé, qui est là, dont les 1 mètre supérieurs constituent ce qu'on appelle la partie supérieure des terrassements. Et la surface est là, de la partie supérieure des terrassements, nous l'appellerons la rase de terrassement. Au-dessus, vous avez éventuellement une couche de forme. Alors, je dis éventuellement parce que la couche de forme, elle n'est pas obligatoire. On la met en place dans certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas présentes, la couche de forme n'est plus nécessaire. Et en ce moment, la chaussée repose directement sur la partie supérieure des terrassements. Mais si elle est présente, sa surface, elle est là, on l'appelle plateforme support de chaussée. Et c'est justement au-dessus de cette plateforme que vous allez voir la chaussée. Donc, la chaussée, elle est là. Dans la chaussée, elle est constituée de différentes couches superposées. Donc, vous avez de bas en haut la couche de fondation
Ensuite, la couche de base. Alors, couche de fondation et couche de base, on les appelle également les couches d'assises. Les couches d'assises. Et au-dessus des couches d'assises, vous avez quoi? Les couches de surface. Alors, typiquement, les couches de surface, c'est quoi? C'est une couche de liaison et une couche de roulement. La couche de liaison est une couche éventuelle qui est intercalée entre la couche de roulement et la couche de base. Je dis éventuelle parce qu'elle n'est pas obligatoire. Celle-là également, on la met en place dans certaines conditions. Sinon, elle est absente et la couche de roulement repose directement sur la couche de base. Et la couche de roulement, on l'appelle aussi la couche de revêtement. C'est celle-là sur laquelle roulent directement les véhicules. C'est la couche que vous voyez, c'est la couche la plus superficielle sur laquelle roulent directement les véhicules. Alors, pour résumer tout cela, nous allons diviser tout cet ensemble-là en deux grandes parties, ce qu'on appelle l'infrastructure et la structure. L'infrastructure, c'est quoi? Mais c'est les opérations de terrassement. C'est le terrain naturel terrassé, hein, avec succession de déblais et de remblais. Et peut-être éventuellement la présence d'une couche de forme. En ce moment, on l'appelle infrastructure. Maintenant, la chaussée représente quoi? La structure. C'est toutes les couches qui viennent au-dessus de la plateforme support, au-dessus de l'infrastructure. C'est quoi? C'est la couche de fondation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la couche de base et c'est la couche de revêtement. Donc, c'est les couches vraiment les plus fréquentes. Éventuellement, on peut avoir une couche de liaison, mais elle n'est pas toujours présente. Ce qui fait que les couches qui sont toujours rencontrées dans la plupart des cas. Donc, c'est d'abord la couche de fondation, ensuite la couche de base, ensuite la couche de roulement ou bien le revêtement. Et vous voyez ici également les accordements. Alors, on va prendre ces couches une à une. La première couche qu'on va prendre d'abord, c'est le revêtement. Alors, la nature du revêtement. Le revêtement d'une chaussée est fait d'habitude de béton bitumineux. Donc, c'est un enrobé bitumineux qu'on utilise de type béton bitumineux pour faire des revêtements. La plupart de nos routes, ici, les couches de revêtement sont faites donc de béton bitumineux. Mais ça peut être aussi en béton de ciment. Hein, ça peut être une dalle de béton hydraulique, béton de ciment, en ciment pour des chaussées en béton, et les véhicules roulent directement sur ces dalles de béton. Vous les observez dans les zones où les charges sont très élevées, au niveau des ports, au niveau des aéroports, mais également au niveau des postes de péage, au niveau des autoroutes à péage, où les poids lourds s'arrêtent. En ce moment, on peut mettre un revêtement en béton bitumineux pour un revêtement en béton de ciment, justement pour éviter les dégradations climatiques. Ça peut aussi être un traitement de surface, un enduit superficiel. Là, c'est pour les chaussées à très faible trafic. Très faible trafic, là où on n'a pas besoin d'un revêtement en béton bitumineux, un simple traitement de surface qu'on appelle les enduits superficiels, que nous verrons plus tard, suffit pour jouer le rôle de revêtement. Alors, justement, ces rôles, c'est quoi? Le rôle du revêtement, d'abord, il y a un rôle structural. C'est quoi? C'est de distribuer les charges. Distribuer les charges. Donc, c'est un matériau qui est là, qui va supporter les contraintes issues des charges des poids lourds, et son rôle, c'est de diffuser, c'est de distribuer donc, ces contraintes afin de les amener à un niveau admissible, acceptable par la couche en bas, c'est-à-dire la couche de base, ainsi de suite. Mais aussi un rôle d'étanchéité. Revêtement bitumineux, le bitume est utilisé pour l'étanchéité. Donc, ici, ça empêche les infiltrations d'eau, les pénétrations d'eau à l'intérieur de la chaussée. Parce que si l'eau pénètre à l'intérieur du corps de la chaussée, évidemment, elle va entraîner des chutes de portance énormes et donc des déformations excessives et donc des dégradations très rapides. Et aussi un rôle fonctionnel, c'est le confort au roulement. Le revêtement offre un confort au roulement, surtout s'il s'agit d'un revêtement en béton bitumineux. Vous voyez que c'est plus confortable quand vous êtes très content si vous roulez sur un revêtement en béton bitumineux. Mais aussi un rôle de sécurité parce que l'adhérence que ça fait entre les pneus
Et donc, le revêtement bitumineux, ça offre une certaine adhérence qui permet de garantir ici la sécurité pour éviter le dérapage des véhicules et donc un rôle de sécurité. Il y a aussi l'apparence. Évidemment, vous êtes très content quand vous roulez sur une couche de roulement en béton bitumineux bien faite. Ça donne une apparence quand même assez magnifique qui est très, très, très intéressante. Alors, mais aussi de support au marquage, parce que c'est le revêtement, c'est sur ce revêtement qu'on va mettre le marquage, surtout le marquage horizontal, les lignes de marquage. C'est le revêtement qui constitue le support au marquage. La couche de base, justement, elle peut être faite d'enrobés. Les enrobés qui sont typiquement utilisés en couche de base, on les appelle des graves bitumes, mais on peut aussi utiliser la latérite. Dans nos pays où il y a beaucoup de latérite, la latérite peut être utilisée en couche de base. Mais on peut aussi utiliser des granulats concassés, hein, on appelle les graves non traités. Les granulats concassés, par exemple, un basalte 0,315 ou un basalte 0,20 concassé peut être utilisé en couche de base. On peut même améliorer la latérite avec du ciment. Si la latérite n'a pas une bonne portance, n'a pas une portance suffisante, on peut l'améliorer ou bien le traiter avec du ciment et l'utiliser en couche de base. Le rôle de la couche de base, c'est de distribuer les contraintes, les charges encore, de participer à la distribution des charges, de participer au drainage, d'offrir une surface de travail pour la mise en place du revêtement, parce que vraiment la couche de base doit ici vraiment avoir une portance suffisante, ne serait-ce que pour permettre une bonne mise en œuvre de la couche de revêtement. Après, vous avez la couche de fondation. La couche de fondation, elle est faite parfois de latérite, de graves non traités, de latérite améliorée avec des ciments. Ça peut même être fait donc de graves bitumes, mais c'est rare. Parce qu'au niveau de la fondation, évidemment, les contraintes ne sont peut-être pas trop élevées et n'importe quel matériau pourrait suffire pour faire une couche de fondation. Donc, ça ne nécessite peut-être pas d'aller vers des graves bitumes. Par contre, le trafic peut être très élevé. On peut avoir des chaussées bitumineuses épaisses. En ce moment, en tout cas, techniquement, c'est possible d'utiliser ce matériau en couche de fondation. Son rôle, c'est de participer au drainage, d'empêcher la contamination, parce que si cette couche de fondation repose directement sur le sol support, s'il y a des particules fines au niveau du sol support, évidemment, cette couche de fondation, en fonction de sa granulométrie, pourrait jouer un rôle de barrière pour empêcher les fines de quitter le sol support pour aller migrer, pour aller polluer, par exemple, la couche de base. Et ça protège aussi l'infrastructure lors de la construction de la plateforme pour la mise en place de la couche de base. Donc, tout ça, c'est des rôles que joue la couche de fondation. Maintenant, on voit nettement que les contraintes, ils sont moins élevées, ce qui fait qu'on est moins exigeant. On est moins exigeant en termes de qualité des matériaux au niveau de la couche de fondation qu'au niveau de la couche de base, par exemple. On est plus exigeant en termes de qualité des matériaux au niveau de la couche de base qu'au niveau de la couche de fondation. Les contraintes sont plus élevées. Et naturellement, quand on s'approche de la surface, quand on s'approche de la roue, de la charge, évidemment, les contraintes deviennent de plus en plus élevées. Et donc, on devient de plus en plus exigeant en termes de qualité des matériaux. Et enfin, vous avez tout cela qui repose sur le sol d'infrastructure. Le sol d'infrastructure, c'est le terrain naturel que vous avez trouvé sur place. Ça peut être un sol, un sable ou argileux. Ça peut être même une zone rocheuse où vous avez des roches qui sont en place. De toute façon, ça constitue donc la plateforme, l'infrastructure de la chaussée.
Alors, son rôle, c'est de construire, c'est d'être la plateforme pour la construction et le support de la chaussée, mais aussi de faciliter le drainage, parce que la pente y est beaucoup plus forte quand même, ne serait-ce que quand il y a des arrivées d'eau, que les eaux puissent être drainées facilement. Mais ça complique aussi la vie du concepteur. Pourquoi? Parce que quand vous avez un projet sur 200 km, sur 300 km, sur 500 km, hein, certainement, vous allez rencontrer sur 500 km, sur 200 km, mais plusieurs types de sols, des sols différents. Hein. Parfois, vous rencontrez des sols de bonne portance, des sols de portance moyenne, des sols de très mauvaise portance, des sols de mauvaise portance, des sols compressibles, des sols gonflants, voilà. Vous pouvez rencontrer plusieurs types de sols et tout cela, ça vient compliquer voilà, la conception, notamment pour avoir une portance homogène, hein, pour avoir des épaisseurs homogènes. Alors, et justement, c'est lorsque ce sol-là d'infrastructure hein, n'a pas les qualités de portance requises, c'est en ce moment que l'on met en place une couche de forme. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la couche de forme, elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle. On la met en place dans certaines conditions. C'est justement si le sol support, la portance au niveau du sol support n'est pas suffisante, hein, ou bien on a un sol trop plastique, hein, de très faible portance, hein, ou bien un sol qui est très hétérogène aussi, un sol support qui est très hétérogène, la portance y est très hétérogène, ou bien la portance y est trop faible, ou bien c'est une zone boueuse, une zone marécageuse, hein, caractérisée par des faibles portances. C'est en ce moment que l'on décide donc d'apporter, de mettre en place une couche de forme pour pour augmenter ici les qualités du support, hein, pour avoir un bon support pour mettre en place les différentes couches de chaussée qui sont au-dessus. Alors, il y a d'autres couches qui jouent leur rôle. Par exemple, on les appelle des sous-couches ici. Alors, il y a deux sous-couches qui sont importantes, notamment la sous-couche anticontaminante et la sous-couche drainante et anticapillaire. Et la sous-couche anticontaminante, c'est tout simplement une sous-couche qui permet d'empêcher la pénétration d'un matériau de plateforme fin. Hein, si le sol support est fin, cette sous-couche pourrait empêcher ces particules fines du sol support d'aller migrer, par exemple, dans la couche de fondation qui est peut-être à granulométrie ouverte, en matériau granulaire concassé, par exemple. Les particules fines peuvent quitter le sol support et aller polluer la couche de fondation. En ce moment, ça va entraîner des chutes de portance. Et donc, pour empêcher cela, entre les deux couches, on intercale une sous-couche anticontaminante. Évidemment, sa granulométrie doit être intermédiaire entre ces deux granulométries. On parlera de la règle des filtres vis-à-vis du sol. On dit que le D15 du sol, du matériau, doit être inférieur ou égal à 5 fois le D85 du sol. Et donc, ça, c'est une règle des filtres. C'est ça qui permet d'empêcher la contamination. Il y a aussi la sous-couche drainante et anticapillaire. Alors, c'est une sous-couche qui a un double rôle. C'est-à-dire, il y a un drainage, cette sous-couche fait un drainage, mais aussi, ça empêche les remontées capillaires. Dans les zones où la nappe phréatique est affleurante ou subaffleurante, il y a de l'eau, l'eau peut remonter par capillarité. Et pour empêcher ces remontées capillaires, on met en place une sous-couche. Juste en matériaux granulaires, concassés, grossiers, des tout venants, des sables grossiers. C'est des matériaux qui sont drainants, insensibles à l'eau, mais également c'est des matériaux qui empêchent la remontée capillaire. Alors, dans certains cas, ces sous-couches-là, cette sous-couche peut être remplacée par ce qu'on appelle des géotextiles, qui sont des additifs de structure, hein, mais il y a des géotextiles. Les géotextiles marchent plus pour les sous-couches anticontaminantes parce que les particules fines ne pourraient pas traverser en fonction de l'ouverture, évidemment. Mais il y a aussi des géomembranes imperméables. Là, c'est pour empêcher l'eau de pouvoir faire des remontées.
Donc, voilà, dans ces sous-couches qui peuvent jouer le rôle extrêmement important en fonction des conditions. On retrouve sur le tracé. On retrouve sur le tracé. Et enfin, il y a les éléments connexes. Les éléments connexes, c'est quoi? C'est les accordements. C'est les accordements. L'accordement a un rôle extrêmement important. L'accordement, c'est rien d'autre qu'une extension du revêtement et ou de la fondation. Hein? Voilà. L'accordement va jouer un rôle de support latéral de la chaussée. L'accordement vient épauler ici la chaussée pour éviter les dégradations au niveau des bords. Mais l'accordement joue aussi un rôle de sécurité parce que c'est une zone d'évitement de collision. C'est une zone d'arrêt temporaire des véhicules, n'est-ce pas? C'est une zone de passage aussi des véhicules de secours, d'entretien. Donc, l'accordement joue beaucoup de rôles, hein, ne serait-ce que pour assurer la sécurité, mais également prolonger, assurer donc une bonne durabilité de la structure. Il y a aussi les talus. Les talus sont faits ici pour la stabilité des remblais. Hein? Pour la stabilité des remblais, il faut appliquer des pentes. Hein? C'est ça qu'on appelle les talus. Ça peut être des talus de déblai, comme ça peut être des talus de remblai. Mais ça joue un rôle aussi dans la sécurité, hein, parce que en fonction des valeurs des pentes, on peut éviter les phénomènes de rupture au niveau des talus. Mais aussi, il y a les talus engazonnés pour l'embellissement. On peut mettre des fleurs, voilà, en tout cas, un décor qui permet d'embellir l'ensemble. Il y a aussi les fossés. Les fossés, c'est pour récupérer les eaux superficielles qui tombent sur la route, sur la chaussée, afin de les évacuer. Donc, c'est l'élément principal du drainage superficiel des eaux. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit jusque-là, on peut retenir que la chaussée a une structure en apparence simple. En apparence simple, parce que quelqu'un qui circule sur l'autoroute, par exemple, lui, il ne voit pas tout ça. Lui, il ne voit pas tout ça. Il ne voit que le bel aspect de la couche de roulement sur laquelle il est en train de rouler, mais il ne voit pas tous ces éléments, toutes ces couches-là qui se superposent en bas. Et voilà, donc, la structure est en apparence simple pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça parce que c'est un système multicouche. Un système multicouche où chaque couche ici joue un rôle important. Chaque élément joue un rôle important. Les couches jouent un rôle important. Les accotements, les talus, les fossés. Chaque élément de ce système-là a un rôle extrêmement important. C'est un ouvrage linéaire de grande envergure. Si vous avez vu un chantier routier, vous allez voir que c'est un ouvrage linéaire qui va prendre plusieurs centaines de kilomètres de très grande envergure. Si vous voyez les machines, les dumpers, les bulldozers, les pelles, c'est impressionnant un chantier routier. Il y a des millions et des millions de mètres cubes de matériaux à déplacer. Donc, ce qui fait que c'est très impressionnant. Mais aussi, c'est un ouvrage qui entre en interaction très complexe avec son environnement. Et ça qui va encore rendre beaucoup plus complexe le système-là avec le trafic, les millions et les millions de poids lourds de charges différentes, de configurations des essiers différentes, tout cela qui vont s'exercer de façon cyclique sur la chaussée, ça aussi, c'est une interaction très complexe. Le climat, l'eau qui vient, la température avec les matériaux qui peuvent changer de rigidité, dont la rigidité peut varier en fonction de la température, en fonction de la quantité d'eau dans le matériau, en fonction de la densité, en fonction de pas mal de paramètres qui ne sont pas des paramètres qui ne sont pas constants, des paramètres qui varient dans le temps et dans l'espace. Et tout ça, ça rend complexe donc, tout ce système-là. Et ce qui fait que les ingénieurs qui calculent ces ouvrages-là sont toujours
confrontés à des problèmes complexes, des problèmes très compliqués, des équations très compliquées dont la résolution devient parfois très